Là, il est derrière, il est derrière. C'est quoi c'est ستينة تاني باش نطلبوا على رسمته ومن بعد رسمت السيكولوجي Nous arrivons à la session de chirurgie pédiatrique. Ce sera animé par le professeur Lamy. Autour d'une malformation orofaciale, celle qu'il faut connaître. Le temps que le professeur Lamy commence, je tiens aussi à remercier le maire de l'association des pédiatres de m'avoir invité et de m'avoir honoré par la modération de cette session. Le professeur Lamy qui a une grande expérience dans la chirurgie des malformations orofaciales chez l'enfant, qui va traiter un sujet qui n'est pas rare dans notre contexte et qui est source de beaucoup d'angoisse chez les parents et chez les pédiatres. Donc la parole au professeur. Merci beaucoup. Merci à l'assistance, chers collègues, chers amis. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelques amis après plusieurs années après avoir travaillé dans les services hospitaliers. Et c'est toujours un plaisir de les revoir dans de ces congrès. Les hommages à Madame Khalifa qui était avec nous. Et puis, je remercie aussi les membres du comité de l'association de m'avoir invité à parler de ce sujet qui est extrêmement important, mais qui est très varié, très vaste. Chaque élément de malformation ici, ou chaque malformation nécessite quand même une conférence. Mais néanmoins, je vais essayer d'aller plus vite et de résumer, d'avoir que les grandes lignes pour les pédiatres. Mon but ici, ce n'est pas de faire un exposé technique, car le public n'est pas un chirurgien, mais d'essayer de dégager quand même certaines notions importantes pour le pédiatre, pour ces malformations, ces nouveau-nés malformés à la naissance. Alors, comme introduction, je dirais qu'une malformation orofaciale, c'est une malformation qui touche toutes les structures de la face et de la cavité buccale, à savoir les tissus mous, les dents, l'os alvéolaire, le squelette, etc. Donc, tous ces éléments-là de la face sont concernés par ces malformations. Peuvent être isolés ou rentrer dans le cadre d'un syndrome. Et c'est donc l'échographie anténatale, à la 16e semaine, qui pourra éventuellement détecter ces malformations. Le pronostic vital, parfois, pour certaines malformations, est menacé, d'où l'hospitalisation en réa. Et ce qui est important à connaître, c'est que ces malformations ne sont pas traitées d'emblée à la naissance, je veux dire uniquement à la naissance, mais il faut les suivre pendant plusieurs années de la croissance, parce qu'il y a un certain nombre de troubles fonctionnels, des troubles d'audition, de la phonation, de la vision, des préjudices esthétiques, morphologiques, psychologiques, bref, c'est une démarche qui est thérapeutique, qui est adaptée, réévaluée en fonction de la croissance de l'enfant. D'où l'intérêt de l'équipe multidisciplinaire qui associe plusieurs intervenants dans cette pathologie. Et c'est ici, on le verra, bien entendu, pour les centres spécialisés. L'évaluation à ce moment-là du traitement se fait entre 0 jusqu'à 20 ans, mais pas 18 ans, et nous avons donc eu des enfants même au-delà de 20 ans. Traitement primaire, bien sûr, c'est le jusqu'à 2 ans, et puis surtout le traitement secondaire qui va venir. Voici les principales malformations orofaciales que nous allons donc voir en succès, avec leur chef en tête, c'est les fentes faciales, notamment labiopalatine, les fentes médianes, orbitofaciales et les fentes latérales. Donc vous voyez, ça touche la région médiane, latérale, l'orbite, etc. Donc toutes les structures de la face. Les dysplasies automandibulaires qui intéressent l'oreille et la mandibule, les kystes de la face et les fistules, vous voyez souvent ça, les grosses langues et les petites langues, ou parfois pas absence de langue, on les voit. Puis les malformations vasculaires, puisque nous parlons également des malformations, donc on verra également les vaisseaux sont aussi concernés, et puis un dernier chapitre sur les paralytiques qui sont très importants, on va voir ça. Alors, le chef de file, c'est donc les fentes labiopalatines. Quels sont les concepts actuels? J'essayais, comme je disais au départ, de répondre à certaines interrogations. Que faire? Que peut-on faire ce diagnostic un peu tôt? Comment annoncer aux parents? Comment alimenter l'enfant à la naissance, vu qu'il y a un certain nombre des malformations qui touchent le carrefour oropharyngé et qui entraînent parfois même des apnées de sommeil? Quand opérer? Comment opérer? Quel calendrier suivre pour ces malformations?
quand commencer l'orthophonie, quand est-ce qu'il faut commencer l'orthodontie, et quelle est donc la durée du suivi pour ces malades. Voilà ces interrogations que tout le monde se pose. Les étapes de prise en charge, bien entendu, vont du diagnostic anténatal, passant par l'allaitement, l'aide psychologique, la chirurgie, l'orthodontie, l'ORL, la pédodontie, l'orthophonie, et puis éventuellement s'occuper de la psychologie pour l'intégration de ces malades dans la société. Alors, pour le diagnostic anténatal, il faut un bilan multidisciplinaire et donc on va discuter des placentas. C'est au même titre de la même chose. L'échographiste spécialisé, expert, devrait normalement dénicher un certain nombre de choses. L'obstétricien qui devrait être toujours présent dans l'équipe, le pédiatre bien entendu, le chirurgien pédiatre, le fétologiste généticien bien sûr, doit absolument faire partie de cette équipe pour discuter de ces malformations et la conduite à tenir. Il faut une consultation anténatale, informer donc les parents pour ce qu'il y a, prendre ces malades sur un support psychologique, rencontrer, faire montrer les malades, des parturientes avec des enfants malformés, hospitalisés et des malades qui sont opérés, leur donner les téléphones, revoir ces malades-là pour que ces mamans soient donc tranquillisées. Et puis ensuite, le lien avec la maternité et le pédiatre, qui devrait malheureusement on ne les voit pas souvent, dans les maternités, un pédiatre doit être constamment présent. Alors le diagnostic anténatal par échographie, à partir de la 16e semaine, on peut dénicher. Le karyotype doit être systématique dans le cas où il y a des anomalies chromosomiques, et souvent c'est 2%, et puis 40% des malformations associées sont dénichées par l'échographiste obstétricien. Et parmi les enfants, les nouveau-nés, nés vivants, 15% de malformations sont vues, sans oublier l'importance de l'IRM fœtal quand on détecte une malformation, parce que l'IRM, elle agit, elle donne beaucoup de choses et beaucoup de clarté. Voici quelques aspects échographiques anténatales avec, bien entendu, une fente labiopalatine bilatérale, unilatérale ici, un syndrome de Pierre-Robin ici avec une microglacie. Bref, l'échographie peut agir énormément. Alors, qu'est-ce qu'une fente? Une fente, c'est une interruption de continuité au niveau des tissus de la face, labio-narinaire, palatin, osseux, tous les éléments doivent être présents. Voici donc un schéma de l'évolution, profil évolutif du massif facial du nouveau-né à partir du 2e mois et jusqu'à arriver bien entendu à la reconstitution du massif facial, à partir à la fin de la croissance. Et puis, généralement, c'est une fusion des cellules des crêtes neurales et une mort cellulaire qui permet la fusion de ces bourgeons. Je ne sais pas comment il... Bon, sinon, je vais passer par le curseur. D'accord, merci. Alors, ce phénomène de non-mort cellulaire permet donc d'éviter cette fusion des bourgeons, comme ici le bourgeon nasal interne et maxillaire, et aboutir donc à ce qu'on voit ici, la fente labiale. Par contre, ici, il y a une mort cellulaire et par conséquent, il y a une fusion des bourgeons. Il y a bourgeons ici nasal interne, externe, ici maxillaire et en bas les bourgeons mandibulaires. Et donc on arrive à cette situation-là quand il n'y a pas de fusion cellulaire. Alors les fentes labiales, 25% par rapport aux fentes labiopalatines qui sont de 45 à 50%. Et puis 35% de formes héréditaires. Et notez bien que le garçon est beaucoup plus fréquent à des fentes labiales que la fille. Pour les fentes bilatérales, voici donc les cas de bilatérale. Ici, une fente cicatricielle bilatérale. Ici, une fente qui touche que les lèvres. Et ici, c'est une fente qui touche carrément le palais. Comme on voit ici, le palais avec la fente bilatérale. Voilà. Ensuite, la division palatine, eh bien, ça va aussi, faites attention quand même de ces divisions palatines, que très souvent passe à l'examen néonatal. Et puis très souvent, on voit des malades comme ça à l'âge de 4 ans avec des troubles phonatoires. Et souvent sont considérés comme étant des formes normales. Or, il y a juste tout à fait une forme ici d'une membrane translucide que si vous touchez avec le bistouri, ici vous enlevez, vous aurez quelque chose comme ceci. Donc, c'est une membrane qui cache
une division palatine. Donc faites attention, j'ai eu beaucoup de malades comme ça à l'âge de 3 ans avec des enfants qui sont avec des troubles phonatoires très importants. Et voici donc les différentes variétés. Le calendrier qui est proposé depuis 2015, c'était ça. On opère donc la fente labiale au premier mois actuellement. Il y a même en France et partout même aux États-Unis à la naissance, deuxième jour de vie. La fente labiopalatine au deuxième mois, ou sinon, alors il faut faire le palais et la lèvre en même temps, mais au sixième mois. Les deux côtés, on met les deux en même temps. Pour la bilatérale, c'est en deuxième mois, on peut commencer à les faire. En même temps, parce qu'avant on faisait les deux temps différents, mais maintenant en même temps. Et la division palatine, à partir du quatrième mois, il faut l'opérer parce qu'il faut faire vite pour la suite, pour la guidance orthophonique et donner un peu plus de chances d'élocution pour ces enfants. Voici un résultat d'une fente labio-alvéolaire. Ensuite, voici une autre fente, mais simple, je veux dire, avec l'aspect. Ici, c'est une fente labiopalatine avec le résultat. Voici des fentes bilatérales qui sont opérées avec un résultat comme satisfaisant dans certains malades. Voici quelques cas de malades opérés. Ils sont déjà opérés, mais qui sont cicatrisés. On voit évidemment de très très bons résultats quand on fait les choses correctement. Merci. Alors, pour ce qui est de le palais. Le palais, vous voyez ici, regardez la différence. Ici, on a ouvert, c'est pour montrer que les muscles sont convergents, vont vers le haut. Et le normal, c'est celui-là. Les muscles doivent être ici en sangle. Normalement, on devrait avoir la même chose ici. Alors, les muscles partent ici vers le haut, et donc ils ouvrent par l'ouverture de la fente. Ces muscles ne fonctionnent pas. Quand il y a une membrane ici, eh bien, vous avez exactement la fente. Et puis, pour les chirurgiens, c'est très important de remettre ces muscles à leur place pour pouvoir parler correctement. Voici une division palatine opérée. Et puis, voici la technique actuelle qui est universelle maintenant, dans l'Occident, qu'on fait actuellement très bien avec c'est ce qu'on appelle la technique de Sommerville. C'est un londonien, un Anglais qui a mis au point après des travaux sur l'autopsie, etc., sur les cadavres, et on met au point un certain nombre de choses, notamment les muscles, il faut les replacer à leur place ici, comme vous voyez, et vous avez le résultat, etc., qui est satisfaisant. Alors, je ne peux pas faire cette présentation sans projeter cette photo, en hommage à mes maîtres, professeur Pavie, parisien, professeur Alouchi, qui nous ont quittés il y a quelques années, et puis avec lesquels nous avions cette équipe multidisciplinaire, avec les ORL, les maxillofaciaux, l'orthodontiste, les orthodontistes ici aussi, et puis l'orthophoniste, la même chose. Donc on avait une équipe qui est régulière, faisant des consultations avec plusieurs malades et qu'on suivait progressivement, je veux dire, jusqu'à l'âge de 15, même 18 ans, 20 ans, etc. Voilà. Bon, alors, après ceci, vous avez quand même un traitement secondaire qu'il faut expliquer aux parents, il n'y a pas que ça. À l'âge de 1 an, 3 ans, on fait un bilan ORL. Il y a souvent, ces enfants font des otites séreuses. Pourquoi? On va les voir tout à l'heure. Il y a une dysfonction tubaire entre la trompe d'Eustache et l'oreille moyenne. Et donc, entre 3 et 6 ans, vous avez l'hygiène dentaire, un bilan orthophonique. Commencez l'orthophonie à l'âge de 4 ans, parce qu'il faudrait que l'enfant communique avec l'orthophoniste. Mais avant 40 ans, il faut que les parents s'investissent dans une guidance parentale, s'investissent dans les retouches chirurgicales également. On pourrait également les faire à 5 ans. À 7 ou 8 ans, on fait une orthopédie par des plaques pour essayer d'expandre le maxillaire, parce que ces maxillaires sont souvent en endoglacie, un peu déformés. Et à 8-12 ans, on fait une orthodontie en dentition mixte. Et puis à 13-18 ans, la chirurgie maxillofaciale pour les enfants qui ont ces prognaties avec une classe 3. On fait donc des ostéotomies faciales par le maxillofacial, la greffe osseuse, rhinoplastie, c'est à la fin de tout traitement vers l'âge 18-20 ans. Alors, l'ORL est important dans cette équipe parce que dès le 2e mois, il faudrait que vous envoyiez ces enfants vers l'ORL. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent ces otites séromuqueuses par dysfonction tubaire entre le trompe d'Eustache qui permet l'aération de l'oreille interne et qui permet de la sécrétion, je veux dire d'évaluer la sécrétion au niveau du cavum. Et donc nous avons ces otites séreuses, ces malades pour lesquels il faut parfois poser des aérateurs transtympaniques, ces aérateurs qu'on appelle les yo-yo, qui peuvent être gardés jusqu'à 3 ans d'âge, les enlever qu'après 3 ans parce que
avant 3 ans, vous aurez toujours les otites récidivantes, mais après 3 ans, vous vous exposez à des rétractions du tympan et à des cholestérols. Bon, à partir de division par la fille de 3-5%, 90% entre 2 mois et 2 ans, ils ont les otites. Couche, pratiquement couche. Donc 40% des malades doivent être suivis pendant 12 ans parce qu'il y a le risque de cholestérol chez ces malades-là. La surveillance peut être annuelle jusqu'à 6 ans par la clinique et le reste, bien sûr. Voici une otite séreuse avec un tympan bombé ici. Et voici le yo-yo. L'orthophonie également est une grande, je veux dire, part de l'équipe parce que si vous avez des enfants qui parlent avec des coups de glotte et des nasolements, vous ne les comprenez pas, trop de scolarisation, vraiment c'est très important l'orthophoniste, 1 à 5 ans. La guidance précoce vers 1 an, c'est les parents qui il faut la soupe médnique, il faut essayer de souffler dans l'eau par la paille, il faut prendre de l'harmonica, il faut gonfler des ballons, il faut leur dire aux enfants de gonfler des ballons à la maison, on fait beaucoup. Donc tout ceci permet de développer la musculature du voile et permet d'améliorer la fondation. Le pédodontiste, c'est important aussi parce que ces enfants ont des caries partout. Il faut de l'hygiène dentaire, il faut une prévention par le fluor, un brossage des dents, des soins précoces, etc. Tout ceci, il faut toujours garder le capital dentaire. Alors l'orthodontie, c'est une grande, je veux dire, c'est un élément pilier de cette équipe parce que ces enfants-là ils passent tous par l'orthodontiste. À l'âge de 5 ans, pour faire les expansions. À l'âge de 9 ans, on pose les bagues, les multi-attaches, etc. Et on suit 2 ans, 3 ans. Donc l'orthodontiste est important dans l'équipe. Et tous ces enfants, même si vous faites vous avez un très bon résultat, eh bien, il faut que l'orthodontiste complète le traitement par un arc dentaire qui soit, je veux dire, harmonieux. Et il faudrait aussi qu'il y ait des greffes osseuses parce qu'il y a un manque de l'os qu'on va voir. Alors, en denture mixte, en denture définitive, bien sûr. Voilà une denture lactéale, avec les dispositifs pour expandre le... Alors actuellement, on pose ces plaques à la naissance par l'orthodontiste. Pourquoi? Parce que premièrement, pour arrêter l'expulsion de ce bourgeon et pour arrondir la narine, pour donner un joli résultat par la suite. C'est très beau. Pour les bilatérales, la même chose. Et puis on prend bien sûr des empreintes et par la suite il faut comparer. Voilà pour le bilatéral la même chose, on pose quand même ces dispositifs, regardez le nez, et on arrête l'expansion, la proéminence de ce bourgeon médian. Et là vous avez donc le résultat avec bien sûr cet aspect-là qui est aussi intéressant. Donc tout ceci c'est le travail. L'orthodontie, comme je disais toujours, donc on suit jusqu'à la fin, regardez les dents de cet patient, de cet enfant, et puis également la région de la fente ici, et puis ici on peut parfois céder par les implants qu'il faut faire parfois après à l'âge de 12 ans, 13 ans. Donc c'est pour ça que le suivi est un suivi qui est permanent, qui est lointain, et chaque intervenant intervient à une période de la vie. Là aussi, le chirurgien met de l'os au niveau de, regardez, la fente osseuse ici au niveau du maxillaire. Voilà la fente ici, même si vous avez fermé la lèvre et le palais, vous avez toujours ça au scanner, c'est ça. Et donc l'apport de l'os ici permet de combler, et voici donc le scanner avant, le scanner après avec la reconstruction osseuse, et au niveau de ça, on peut mettre des implants. Voici également l'apport du chirurgien maxillofacial. Pour ces enfants-là qui ont des micrognathies, avec une promondibule, regardez comment ces enfants qui ont plus la mandibule vers l'avant. Voici donc après ostéotomie par nos amis orthodontistes le maxillofacial. Faites ici une ostéotomie, voici le résultat, c'est quand même, regardez la rétromaxillie et ici le résultat, et sur la radio vous voyez entre ça et ça, c'est magnifique. Donc tout ceci, c'est important. Voici le Pierre Robin, vous connaissez très bien, avec la microglacie, la glossoptose et la division palatine. Ces enfants-là posent problème de l'apnée de sommeil, posent le problème d'alimentation, etc., etc. Dysfaction mandibulaire, qu'on fait également, c'est pour essayer de faire augmenter la mandibule. La psychologie, bien sûr, des parents, la fratrie, d'enfants, etc. Il faut un support important. Les formes syndromiques maintenant, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de Waterhood, il est fréquent celui-là. Vous avez des fentes avec des pistules au niveau de la lèvre inférieure. Et puis vous avez le Pierre Robin, et puis les autres qui sont un peu plus compliqués.
Alors ça aussi, je voulais vous en parler, la médiane, c'est un syndrome de la ligne médiane, c'est une hypoplasie sévère de la face. Des enfants qui ont des alginésies du corps calleux, qui ont des hypercalorisme, et c'est des enfants qui ont parfois des fentes sternales, mandibulaires, parfois allant jusqu'au niveau de la trachée. Donc ça, il faudrait le traiter. Ça, c'est un enfant qu'on voit aussi en diagnostic en prénatal, hein, à l'échographie, et on peut l'opérer à la naissance avec le résultat. Voilà, vous avez des fentes orbitofaciales avec des monstruosités ici, des fentes labiales, d'un colobrum. Vous avez une fente qui peut aller jusqu'à l'ombré. Et ici, donc après correction, la même chose ici, avec correction. Bon, problème toujours esthétique, morphologique, bien entendu, c'est des enfants qu'il faudra suivre avec plusieurs interventions parfois, hein, plusieurs interventions. Ça, certainement, vous en avez vu, et ça existe beaucoup, et ce sont des macrostomies avec des ouvertures quand même au niveau des deux lèvres et la correction par la suite. Alors, ça aussi, des dysplasies automandibulaires, ça veut dire qu'il y a une hypoplasie de la mandibule et de l'oreille. Ce sont des enfants qui ont une obliquité des fentes palpébrales antimongoloïdes en aspect, avec une hypoplasie du malaire, une hypoplasie de l'arcade zygomatique, c'est une information des tâches supérieures de la face. Voilà, voici parfois les syndromes qu'on appelle le syndrome de premier arc, des Chapolins avec une nécrosie, parfois même des syndromes de Nager, qui, avec tout ça, vous avez les malformations des mains, des pieds, etc., différentes variétés. Alors, c'est terminé donc avec ces fentes latérales, médiales, etc. Et puis on arrive à ça, vous le voyez souvent, les kystes de la face, dermoïdes. Ce sont des kystes dermoïdes qui sont simples à retirer. Et vous avez aussi les kystes et les fustules des fentes branchiales. Faites attention, vous voyez souvent des malades avec une petite goutte ici de salive. Très souvent, elle est donc la traduction d'un trajet très très long qui peut aller soit au niveau du tragus, soit au niveau carrément de la cavité, je veux dire l'oropharynx, au niveau des amygdales. Et comme vous les voyez, sont minuscules, beaucoup d'enfants sont vus, revus plusieurs fois, jusqu'à un jour où tomber chez quelqu'un, et en pressant avec le pouce à ce niveau-là, vous avez du liquide qui sort ici. Et puis vous avez les kystes dermoïdes, la racine du nez, ou bien la fistule de la racine du nez. Et ça, c'est aussi, il faut un scanner souvent, parce qu'il y a des prolongements de ces kystes à l'intérieur. Les macroglossies, le syndrome de Wiedemann-Becquith, vous connaissez macrosomie, des asymétries de la croissance corporelle, parfois une viscéromégalie de rate, des reins pancréas, etc. Des enfants qui doivent être suivis, même très très loin, parce qu'il y a des risques de néphroblastome, de neuroblastome, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome Becquith, et puis l'hyperglycémie. La microglossie, donc c'est le contraire, c'est l'hypotrophie qui peut aller de l'absence de la langue jusqu'à la microglossie, et puis avec un début qui est petite, et des anomalies au niveau des membres. Alors je voudrais vous parler de ce syndrome qui est important. Certainement vous en avez vu et on ne fait pas beaucoup attention. J'en ai récemment eu un pour lequel j'avais une fente labiale, mais personne n'a, même moi finalement après avoir vu la littérature. C'est une paralysie qui soit une ou bilatérale des muscles de visage et des muscles externes de l'œil. L'oculomotricité donc est atteinte, enfant qui naît à la naissance avec un faciès figé, absence de regard vers l'externe parce qu'il y a une atteinte de la 7e paire, 6e paire crânienne, et puis il est parfois en détresse. Donc pourquoi la détresse? Parce qu'il y a une attention de l'énervation au niveau du voie du palais et au niveau donc des troubles de déglutition, parfois ils ont des apnées de sommeil, parfois ils sont... donc souvent il y a une paralysie, impossibilité de ces enfants de sourire, de froncer les yeux, de souffler, etc., etc. Et puis ils ont des troubles de langage, réflexe de déglutition parfois absents et dans des fausses routes. Ils ont des déformations du pied. Et puis, c'est un défaut, on dit que c'est un défaut de développement du tronc cérébral, agilysie ou des paires crâniennes, 7e et 6e, manque d'oxygène, on dit que c'est un manque d'oxygène intra-utérin, un agent tératogène qui est à l'origine, etc. D'où toutes les autres, je veux dire, les traitements n'ont rien abouti. Maintenant, on fait myoplastie d'allongement du muscle temporal ici, on la pose au niveau de la lèvre pour essayer. Et puis récemment la toxine botulique qui pourrait également... Alors pour terminer, les anomalies vasculaires, vous connaissez quand même ces anomalies, divisées, ces classifications de l'ISVA.
les hémangiomes d'un côté, et puis les malformations vasculaires de l'autre, capillaires, veineuses, lymphatiques, etc. Voici donc les hémangiomes, un cas tubéreux, sous-cutané, et puis mixte. Voilà des hémangiomes avec des hémangiomes, je parle des hémangiomes qui sont au niveau de la première risque d'amblyopie, perte de l'œil. Les hémangiomes qui obstruction du conduit auditif externe. Ici, il y a l'ulcération, l'infection. Là, vous avez une nécrose des cartilages. Donc, vous avez les dégâts que font ces angiomes. Corticothérapie en cas de poussée évolutive de 3 mg kg, 6 mm moi-même. Profil évolutif que vous connaissez, triple phase, la phase importante, la phase en plateau, et puis vers l'âge de 5 à 6 ans commence la descente, et puis vers le 6 à 8 mois, vous avez cette phase où il y a une exorue. Alors, comme traitement, il y a la corticothérapie, parfois l'abstention qu'on faisait avant, mais maintenant, les temps ont changé avec le propanolol et le laser. Sous propanolol, 2-3 mg kg, vous avez donc le résultat. Après quand même 8 mois à 10 mois de traitement, ou l'acétabulol, et vous avez le résultat après quelques mois. Voici. Et puis il y a d'autres qu'il faut opérer. Comme cela, on ne va pas attendre quand même que ça disparaisse. Et vous avez le résultat ici, la même chose ici, et voici le résultat. Donc il y a des indications chirurgicales dans la part de ces angiomes. Les malformations capillaires, c'est les angiomes blancs, vous connaissez. C'est des taches comme ça, dans uniquement le laser au colorant pulsé qui pourrait améliorer, je ne dirais pas faire disparaître, améliorer, mais attention ici au niveau de la face, le Sturge-Weber avec problème d'ophtalmo et méningée. Les malformations veineuses, la même chose apparue à la naissance également, faciale, avec c'est surtout l'IRM importante ici, et puis, pardon, initialement au service on faisait donc la sclérothérapie par les T-blocs, c'est un produit qui permet d'arrêter un petit peu, mais ça donne des poussées comme vous voyez, puis la même chose quand on arrive à les opérer, bien sûr, on les opère. Les malformations artério-veineuses, c'est souvent sous le maxillaire, vous avez une masse gingivale battante, pulsatile, rouge, chaude, etc. Le bilan qui doit être fait par l'IRM, et puis est proposé, bien entendu, ici, parfois l'embolisation. Et puis, pour finir, les malformations lymphatiques, les unikystiques ou les multikystiques, où vous avez tous ces malformations comme ceci, ou bien les infiltrantes, ce sont plus difficiles à traiter, au niveau de la langue également, et au niveau de la face. Actuellement, il y a beaucoup de progrès dans le traitement de ces lymphangiomes, malheureusement, la sclérothérapie, au niveau de des lymphangiomes au niveau de la langue, pour laquelle cet enfant ne fermait jamais la bouche. Hein. Il fallait couper quand même la langue et réintroduire. Et voilà la partie qu'on a réécrite. Voilà le traitement des lymphangiomes. La sclérothérapie, actuellement, voilà la biomédecine, qui est un antimitotique, mais qui agit très très bien dans la biomédecine, dans les lymphangiomes, ou le sirolimus ou la paradrapanine également, d'où les deux produits actuellement pour les lymphangiomes. Et puis les pilus, bon, ça c'est au niveau du gingival, il suffit juste, c'est comme des tératomes comme celui-là, qui essaie quand même qu'on peut retirer à la naissance, qu'on peut retirer justement sans beaucoup de problèmes. Alors en conclusion, je dirais, j'insiste, surtout l'équipe multidisciplinaire pour ces malades-là, depuis le diagnostic anténatal, la priorité d'informer les parents de la société de ce que réellement cette dysmorphie, et réaliser la correction du suivi multidisciplinaire. Ensuite, le choix d'une technique dépend de la philosophie du chirurgien, tout dépend. Il y a plusieurs techniques, etc. Mais il faudrait quand même des experts, des chirurgiens avec des techniques qui sont pointues, etc. Quels sont les objectifs de traitement? Eh bien, guérir l'enfant en unissant toutes ces parties qui sont séparées et leur donner une forme plus ou moins normale. Ensuite, assurer la pérennité parce qu'avec la croissance, au traité, vous pouvez avoir avec la croissance des déformations. Et puis, corriger les séquelles. Et puis, dernière plaque pour dire que les impératifs quand même thérapeutiques, c'est de restituer précocement une apparence faciale normalisée, je disais entre guillemets, et esthétique quand même, c'est tout faire pour avoir ça. Et puis, il faut un développement phonétique normal. Un enfant qui parle mal ne pourra pas suivre la scolarité ni s'intégrer dans la société. Maintien une audition normale pour éviter ces problèmes de surdité chez ces malades.
une croissance maxillaire correcte, il faut les corriger. Donc tout ceci à expliquer aux parents comme quoi, voilà ce que attend de ces enfants-là. C'est pas maintenant qu'on en perd la fente et puis c'est terminé. Et puis l'anomalie est cachée, mais les choses apparaissent par la suite. La gestion dentaire, bien sûr, c'est important. Et puis, alors que l'OMS, un adulte, l'objectif c'est d'avoir un adulte en bonne santé et lui permettant une intégration sociale. Je vous remercie. Merci professeur pour ce panorama sur l'information faciale et félicitations pour votre excellent travail. J'ai une petite question, si vous permettez, sur l'indication des anthèses en cas de fente palative. Ce sont des données de médecins qui posent nos pédiatres un problème d'alimentation. Est-ce que l'orthèse, le temps d'opérer le patient, l'orthèse est une bonne solution ou au contraire, elle va entraver la croissance de l'os? Il fut un temps où même maintenant, où les gens utilisaient des plaques faites par l'orthodontiste, les plaçant carrément dans la région, dans le palais, et alimenter l'enfant. Arguant pour ceci que cette plaque pourrait également améliorer cette endognathie des deux bourgeons maxillaires, dans les fentes labiaux et palatines. Or, il s'avère maintenant que cette plaque est pratiquement inutile, si ce n'est faciliter un peu la tétée. Maintenant, il y a des accidents qui sont arrivés où la plaque s'est complètement décollée et qui est partie quand même dans l'oropharynx, et quand même elle a quand même bouché comme l'oropharynx. Donc actuellement, ce que l'on fait, ce sont, comme ce que je vous ai montré, ces dispositifs quand même, mais avec des attaches à l'extérieur, qu'on peut mettre pour à la fois corriger l'endognathie des maxillaires et pour permettre l'alimentation. Mais une plaque comme ça, siliconée ou résine, plaquée dans le... Nos enfants ont été, j'insiste ici, pour les alimenter, qu'on finisse avec ces tétines qu'on amène de l'étranger, qu'on met parfois un mois à voir le copain, la famille, quelqu'un qui ramène ça de l'étranger, c'est fini ça. Prenez juste la tétine et prenez un peu des petits ciseaux, essayez de trouver le bout de la tétine et dire à la maman, mais de façon à ce que ça ne coule pas comme un robinet, mais doucement, et dit à la maman, l'alimentant, ils sont très très bien avec une tétine normale, comme un individu normal. Donc pas de tétine spéciale, tout ça c'est du commerce, pour essayer de vendre le maximum de produits. Voilà. Si vous permettez aussi, j'aimerais avoir votre avis et celui de nos éminents néonatologues sur deux points. Le dépistage du prénatal chez l'homme ou non-né. Deuxième point sur la prévention. Est-ce qu'on arrive à détecter les facteurs de risque de ces malformations, justement pour pouvoir les prévenir? Le président, voyez. Oui, le président. Je vais prendre la parole pour présenter Stade Villamy. Le professeur Villamy, je le connais depuis les années 80, à l'hôpital d'enfants de Kazan, dans le temps où il n'y avait que 3 pédiatres qui font la garde et 2 chirurgiens ou 3 qui font la garde. Et on faisait la garde sur place. C'est le grand cœur. On l'appelait même à 2 h du matin et il vient pour donner un avis, même c'est un avis, c'est des cas bidons, et il nous supporte. Et par la suite, il a quitté, il a fait le privé et il s'est orienté vers cette discipline. Je le félicite parce que les cas que je lui envoie, je les revois à partir après 14 ans, 15 ans, et c'est des cas comme les images que vous avez présentées. Il fait partie de l'association BESMA. BESMA, c'est des Américains, c'est ça? Vous pouvez la présenter? Je dirais un petit mot. Ces associations, malheureusement, j'étais curieux, quoique le patron dans le temps ne m'aimait pas ça, et je suis sorti de l'équipe, je suis parti sans réviser, etc., s'il était contre. Ces associations, Smile, etc., font de bonnes choses. Je sais bien qu'ils font de bonnes choses, mais malheureusement, dans la majorité des cas,
qui opèrent, c'est des gens qui commencent, c'est des gens qui commencent à faire cette chirurgie, qui n'ont pas d'expérience, etc. D'une part. D'autre part, c'est des enfants opérés par soit nous, soit par les étrangers, qui partent, les étrangers, qui parfois aussi une expérience très très limitée. J'ai vu ça, parce que j'ai participé, et j'ai vu ça. J'ai vu de mes propres yeux pour parler comme ça. Je ne peux pas parler comme ça dans lui. Et donc, par conséquent, il y a eu un certain nombre d'anomalies dans la prise en charge. C'est vrai que tout le monde vient, une cinquantaine, une quarantaine, avec la circoncision, on ramène les enfants, ils sortent. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait la télévision, les médias, etc. Non, mais comme je disais ici, c'est des enfants qui sont perdus. Il faut les reprendre après, il faut les revoir par d'autres, etc., etc. Bon, maintenant, ça reste toujours utile, une association, ça peut toujours faire du bien. Pour certains. Pour des choses compliquées, non. Donc nous, quand on voit les nouveau-nés, donc on doit les envoyer à partir de l'âge d'1 mois. Ouais. Le plus tôt possible. L'âge d'1 mois dans les mains, je veux dire, expertes. Hein. Je dis ça avec toute modestie, parce que moi j'apprends, et je continue à apprendre. Et je vais toujours dans les congrès internationaux, et je vois un peu ce qu'il y a dans le monde. Récemment, j'étais à Édimbourg, là en Angleterre, puis ensuite à Milan, en juin dernier. Mais 5 jours, 5 jours de discussion de fente labiale comme ça. 5 jours d'orthophonie, de chirurgie, d'orthodontie, tout ça, c'est vraiment... Mais il faut y aller, il faut se mettre à la page, il faut voir un peu ce qu'ils font, etc., etc. Il faut apprendre, voilà. Pour faire ça 1 mois. Sinon, on va... Donc, merci beaucoup, professeur. Je vous félicite pour tout le travail qui est fait. Moi, j'ai un message en tant que néonatologiste avant de répondre à vos questions. Pour nous, on est rassurés aujourd'hui au Maroc parce qu'il y a d'éminents chirurgiens qui font ces enfants-là. Combien ils sont? Ils existent. Vous savez, trop longtemps les positifs. Ils existent. Donc, dans tous les CHU, il y en a, alhamdoulilah, donc on n'a pas de souci. Mais nous, notre mission est de préserver l'allaitement maternel. C'est un mot-clé essentiel. Pourquoi? Parce que les enfants, pour qu'ils arrivent sur la table chirurgicale, doivent être correctement nourris. Or, le fait qu'ils fassent des infections ORL et qu'ils fassent des infections à répétition, ça les dénutrit. Et ça, c'est un problème important. Parce que dans la tête de la majorité des collègues, et Oussed l'a très bien dit, il faut chercher une tétine spéciale, il faut donner un lait artificiel, ces bébés ne pourront jamais allaiter, c'est faux. Combien parmi eux, et tout dépend de la forme, de l'étendue, beaucoup parmi eux peuvent être mis au sein. Ça dépend de la forme de l'étendue, parce que, attention, la tétée, c'est pas sucer. Ils arrivent à placer le mamelon au fond de leur gorge et ils arrivent à téter. Dans les formes très étendues, avec des fonds trop larges, etc., ça peut être difficile. Il faudrait alors encourager les mères à tirer leur lait et à le donner, comme l'a dit le professeur Belhamine, avec une tétine normale, parce qu'ils arriveront, ils trouveront le moyen de la prendre. Et puis, le fait de préserver le sein tant qu'on peut est très important pour tout ce que M. Belhamine a montré, c'est toute la musculature faciale, parce qu'on n'oublie pas, lorsqu'on tète le sein, on utilise 27 muscles faciaux. Et la trophicité de ces muscles est extrêmement importante pour le pronostic ultérieur de ces enfants-là, que ce soit par rapport à la mandibule, que ce soit par rapport à la dentition, que ce soit par rapport aux apnées du sommeil, par rapport à tous ces éléments-là. Donc gardons en tête, notre mission primaire est de préserver l'allaitement maternel. C'est un message fort et fondamental. Maintenant, le diagnostic anténatal, normalement, il est facile. Oussed l'a montré également, l'échographie peut faire le diagnostic. Pour nous, à la naissance, ce que nous devrions absolument savoir, c'est de faire la part des choses entre ce qui est isolé de ce qui est syndromique. Parce que ce qui est syndromique, le pronostic n'est pas dans la fente. Le pronostic est dans le syndrome. Et donc, parfois, d'autres malformations associées. Il faut rechercher. Il faut rechercher, parfaitement. Est-ce qu'il y a des pistes de prévention? Ce qu'on sait, c'est les fentes labiopalatines. Ils sont comptabilisés, enfin ils sont dans l'épidémiologie comptés avec les NTD, les malformations du tube neural. Parce qu'il est possible, pour les formes au moins non syndromiques, qu'un déficit en acide folique en serait la cause. Mais par contre, il n'y a pas de guidelines de prévention avec
la syphilis comme les NTD, comme les malformations du tube neural. Il n'y a pas de guidelines. Mais c'est une piste possible. Il y a certainement des réponses dans le placenta. Oui, probablement. C'est ce que je te dis. Et peut-être qu'on aura des pistes de prévention dans l'avenir. Bien sûr. Je crois qu'il faut. Allez, je voulais donner la parole à madame qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Oui. تفضلي يا ليلى تفضلي. J'ai une petite question pour vous. Pour les angiomes, ce sont sur la tête, c'est très bien. Dès les premiers jours, on a des problèmes avec les parents. Surtout les angiomes, c'est à partir de quel âge on peut orienter. Et surtout, c'est pas l'horizon. Parfois, on dit aux parents d'attendre, mais ils refusent. À chaque fois, ils demandent quand est-ce qu'on peut démarrer le traitement. Très bien. Alors, vous savez comment le propanolone a été retrouvé? C'était donc à Nantes, je pense, ou à Montpellier, une équipe à Bordeaux, une équipe de néonates avait à la charge des 2 enfants qui avaient une cardiopathie congénitale pour lequel ils avaient mis le propanolone. Et puis ces enfants-là, par la même occasion, avaient des hémangiomes un petit peu dans le corps, etc. Et puis ils se sont aperçus qu'au moment de l'hospitalisation, non seulement les enfants allaient bien, mais en plus leur hémangiome commençait à évoluer. De là, l'idée est partie, sans dire pourquoi ne pas traiter un enfant qui n'a pas une cardiopathie, mais qui a un hémangiome. Et c'est comme ça que c'est parti, et que maintenant... Alors, elle a été donnée pour des cardiopathies congénitales à la naissance. Donc le propanolone, on peut le donner à l'âge de 1 mois seulement. Il faut quand même hospitaliser l'enfant, les petits, pas les grands. Les hospitaliser 24 heures pour le suivi, la tension artérielle, le débit cardiaque, etc. etc. Voilà. Et donc on peut les commencer. Combien de temps? Moi, personnellement, je donne 10 mois traitement. Je peux aller jusqu'à 1 an. 1 an. On donne souvent 1 mg par kilo au départ, puis après 2 mois. Je le revois tous les 2 mois, parce que la dose varie en fonction du poids. Et donc j'ajoute. Et puis en même temps, je constate l'évolution. Enfin, je dis moi jusqu'à 1 an avec le propanolone. Ça, c'est à la portée du pédiatre qui peut aussi faire ça, aucun problème. Les parents demandent quand, vous leur dites 1 mois. Seulement, il faut savoir que l'hémangiome a une durée. Il y a des hémangiomes infantiles qui disparaissent rapidement. Au bout de 2 mois de traitement, 3 mois, il y a des angiomes qui mettent 6 mois, il y a d'autres qui mettent 1 an. Donc, il faut leur dire ça. On traite, on arrête l'évolution de cette courbe que j'avais vue triphasique, de cette courbe surtout l'ascendante, et on reste au niveau du plateau, sans plateau rapidement, et puis ça descend. Alors, si vous avez 5-6 ans pour avoir la descente, ici avec le propanolone, vous avez 2 ans. Donc vous avez gagné beaucoup de temps. Et si maintenant il reste l'hémangiome après le traitement de 1 an, il faut le garder. Ça fait baraka, et puis vous leur dites on le suit. Et puis ça va venir. L'essentiel, vous avez arrêté. Et là vous le constatez parce que ça se fragmente, soit la couleur disparaît. Voilà. Je voudrais poser une question pour les petites fistules au niveau de l'oreille. Est-ce qu'on les opère ou non? On Les dit à la fistules là. prétragiennes. C'est ça. Oui, prétragiennes. Est-ce qu'il faut les opérer ou bien? Oui. Ah, ces fistules, ils ont un prolongement par un petit canal qui va jusqu'au niveau du tragus. Il faut les opérer. Il y a même des fissures qui sont très très compliquées. Vous allez pratiquement jusqu'au niveau de la parotide avec la dissection du nerf facial. Ce n'est pas des choses simples. des syndromes. C'est pas des choses simples. Merci beaucoup, M. Villamy, pour son topo qui est excellent. Je voulais revenir juste sur les tétines. Je pense qu'il faut mettre juste un petit bémol sur la séquence Robin, qui est différente des autres. La séquence Robin, parce que, en fait, dans la séquence Robin, il y a les trois types, et en même temps, il y a des difficultés pour certains enfants, parce qu'il y a des temps de succion et déglutition. Le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. Il y a des enfants qui arrivent à avoir une succion et déglutition efficace. Ça, c'est valable pour les enfants qui ont une fente, ça ne leur pose pas de problème. Par contre, pour la séquence Robin, il y a des enfants qui n'ont pas le troisième temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de succion, et déglutition, ils n'ont que le troisième temps, celui de juste avaler. C'est cela qui nécessite une tétine spéciale qu'il faut mettre au fond de la gorge. Et c'est vrai, je rejoins complètement que les enfants qui ont une fente, ils n'ont pas besoin de tétine spéciale, effectivement. Et merci beaucoup. Alors, là, on a la chance d'avoir professeur Lamine. Parce qu'on a un diagnostic. Parce que si vous ne donnez pas un diagnostic, il faut donner un diagnostic, c'est ce que tu fais, pour que nous, les pédiatres, nous allons chercher, parce que ces malformations peuvent être symptomatiques d'un syndrome
ce que a dit Mme Baraka tout à l'heure, qui impose la recherche d'une malformation neurologique, d'une malformation urinaire qui peut même être un pronostic vital. Donc ça, c'est vraiment... Autrement, on va chercher dans le SMIS, avec les pages, le SMIS est épais comme ça va. Donc là, on a la chance. Je trouve que des pathologies comme ça, parce que franchement, je te félicite. D'abord, aimer la chirurgie et s'intéresser à ces malformations qui sont localisées dans des endroits vitaux, c'est extraordinaire. Mais chez l'esthétique, comment il peut s'alimenter, comment il peut... Il y a des défis, pour un ministre de la Santé. Il y a des défis pour des ministres de la Santé. Dans le pays, il y a des défis. Un chirurgien comme toi, il doit y en avoir 2 ou 3 au niveau des hôpitaux. Déjà le choc d'un enfant qui est comme ça, dans les dépenses, c'est tellement d'argent, avec une discipline incroyable. Franchement, je suis mal à l'aise. On passe à la...